Allez, on va continuer à parler du patrimoine bruxellois. Dis-moi où tu vis, à quoi ressemble ton habitat. Je te dirai qui tu es. Vous l'aurez compris, on va parler d'architecture et de sociologie avec vous. Gérard Ledan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à la faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme de l'UC Louvain, plus communément appelé Loci. Voilà. Loki, c'est Loki. Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai laissé le dire. D'accord. Alors Gérald Ledan, merci d'être là. On va montrer, vous êtes le co-auteur avec Alessandro Porotto de cet ouvrage, qui n'est pas un petit ouvrage. Brussels Housing, je ne vais pas continuer en anglais, mais plutôt traduire, c'est un atlas des différents types d'immeubles résidentiels. En gros, c'est l'histoire, toute l'histoire de l'habitat bruxellois depuis les débuts de la ville jusqu'à notre époque. Oui. C'est une monographie qui se veut exhaustive de l'habitat. C'est une première, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et donc, moi, pendant mes recherches, je l'ai longuement cherché. Je ne l'ai jamais trouvé. Donc, je me suis dit un jour, mais ça mériterait d'être réellement fabriqué. Et c'était vraiment des demandes que j'avais de la part de mes collègues architectes, mais également même de Bruxellois qui voulaient simplement mieux connaître leur ville, essayer de comprendre pourquoi on vivait dans tel ou tel type d'habitat et pourquoi l'habitat avait évolué de telle ou telle manière. Et ça vous a demandé à peu près 1 an de recherche ? Beaucoup plus. Donc c'est une recherche que j'ai initiée il y a de ça plus de 10 ans pour ma recherche doctorale, que j'ai vraiment laissé dormir pendant un moment. Et puis ici, dans le cadre d'une recherche postdoctorale avec Alessandro Porotto, on a remis le travail sur l'ouvrage et puis on l'a sorti en, je dirais, 2 ans, 3 ans. D'accord. Alors, ce que je propose, c'est s'il y a moyen encore de revoir pour ceux qui nous suivent en télévision, de voir la photo qui a été choisie pour la couverture de ce livre. Et c'est une photo assez emblématique, en fait, Oui. de ce à quoi ressemble Bruxelles. Donc, on voit cette avenue avec des bâtiments qui se côtoient et qui sont totalement différents, avec des hauteurs différentes, des styles différents. Et ça, c'est vraiment l'image de Bruxelles, ce côté hétéroclite. C'est ce qui est spécifique à notre capitale. Oui, donc ceci c'est une photo que Maxime Delvaux, donc, qui nous a accompagnés dans le livre, a faite et qui représente bien ce qu'on voulait montrer, c'est-à-dire que, à la différence d'une capitale comme Paris, par exemple, où finalement l'image collective est bien plus importante que les images individuelles de l'habitat, donc Bruxelles se distingue vraiment par ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'à Bruxelles, de nouveau à la différence de ville où on peut vraiment reconnaître le noyau historique qui est encore très unitaire et puis différentes couronnes successives, à Bruxelles, on voit que vraiment la ville s'est faite sur la ville. Et donc on a parfois, comme on le voit ici avenue Louise, un collage complètement étonnant où on a à la fois une maison ancienne, un bâtiment moderniste et parfois avec des gabarits qui sont complètement différents. Alors selon nous, ça montre vraiment l'identité de la ville. Sans doute que c'est une identité qui est partagée par la Belgique de manière plus large, mais c'est clairement une identité bruxelloise que d'autres nationalités, quand ils viennent visiter Bruxelles, constatent en se disant mais c'est vraiment très très particulier à Bruxelles. Ouais, et vous utilisez une belle expression, vous parlez de chaos poétique. Tout à fait. Donc on pourrait dire que c'est chaotique parce qu'effectivement en termes de style, en termes de gabarit, c'est un peu chaotique, mais malgré tout c'est ce qui fait l'ambiance de la ville. Je me souviens, c'est une anecdote je pense qui est assez révélatrice, un ami français me disait que quand il était jeune, il avait découvert les albums de Tintin et de Spirou et que les villes dans lesquelles Tintin et Spirou évoluaient lui semblaient complètement fantastiques, complètement surréalistes. Jusqu'au jour où il est arrivé à Bruxelles et s'est rendu compte qu'il s'agissait en fait d'une vraie ville. Alors, pouvez-vous nous dire donc comment vous avez travaillé cet atlas? Et donc, il est fait de manière chronologique. Donc, il y a des époques, des évolutions, et il y a des époques charnières. Ouais. Quelles sont ces époques charnières? D'abord, la première. Oui, alors c'est un livre qui est vraiment fabriqué en 3 parties. Donc c'est vraiment l'évolution depuis les origines de la ville, même avant la ville, puisqu'on commence avec les villas gallo-romaines qui existent sur le territoire bruxellois, où Bruxelles n'existait pas encore, jusqu'à la première charnière qui serait, on va dire, 1914. Donc c'est l'arrivée de ce qu'on appelle la maison bruxelloise mitoyenne, donc la maison bourgeoise qu'on connaît à Bruxelles, qui va naître vraiment en 1875 et qui va
qu'on va arrêter de produire à partir de 1914 environ. Donc ça, c'est la première partie de l'ouvrage. La deuxième partie, elle se concentre plutôt sur le XXe siècle, avec quelques expériences antérieures pour montrer surtout le basculement vers le logement collectif, puisque jusque-là, le logement est principalement individuel à Bruxelles. Et puis la dernière partie de l'ouvrage, c'est plutôt, on se concentre là sur les opérations contemporaines du logement à Bruxelles, pour essayer de comprendre quels sont les défis du logement à Bruxelles aujourd'hui et quels sont les types d'architecture, les types de logements qu'on fabrique pour répondre à ces défis. Voilà, et pour nous expliquer tout ça, vous avez choisi des exemples de maisons et qui sont selon vous, ou d'immeubles, qui sont selon vous emblématiques. Alors il y a des maisons très connues et puis il y a des maisons moins connues qui ont juste une adresse. Comment est-ce que vous les avez choisis? Et alors expliquez-nous comment vous les présentez, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois il y a une photo du lieu, il y a évidemment tout le texte explicatif et il y a à chaque fois le plan intérieur du bâtiment. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est finalement raconter l'histoire de 3 manières différentes. Donc il y a 3 parties dans le livre, mais il y a aussi 3 manières de raconter l'histoire. Une première partie, c'est simplement des textes avec des images d'archives qui permettent d'expliquer par les mots l'histoire de l'évolution de ce logement. La deuxième manière de raconter cette histoire, c'est une histoire photographique. Donc là, on a beaucoup discuté avec Maxime Delvaux, dont je parlais tout à l'heure, en lui pointant les différents cas qu'on avait sélectionnés pour parler du logement à Bruxelles. Lui a été les voir toutes et a raconté avec ses mots, mais il n'a pas de mots puisqu'il utilise plutôt la photo. Il a fabriqué une série de diptyques en fait qui nous racontent en fait différents thèmes, différentes ambiances de ville que ces immeubles de logement fabriquent. Et enfin le dernier médium qu'on a choisi, ce sont des dessins où l'idée c'était de pouvoir comparer. Alors on a choisi 108 cas emblématiques et on les compare avec le même type de dessin. Donc ils sont tous dessinés à la même échelle, au 5 centièmes et au centième pour les architectes, donc à des échelles vraiment comparables. Alors c'est facile aussi pour quelqu'un qui n'est pas architecte, c'est que vous pouvez vous dire simplement que 1 centimètre égale à 1 mètre. Donc on peut vraiment comparer un plan d'une maison de Horta à un logement contemporain ou même simplement une maison en bois du XVIIe siècle. Alors on disait en introduction de cette entrevue que c'était aussi finalement un livre sociologique parce que l'évolution de l'habitat, eh bien, il est dû aussi à des évolutions sociologiques, il va aussi être dû à des évolutions technologiques, mais on se rend bien compte que la vie du Bruxellois a changé et donc son habitat a changé avec le temps. Absolument. Une des choses qui nous intéresse dans notre équipe de recherche, donc, qui s'appelle Uses and Spaces, donc, où l'intérêt c'est de croiser des pratiques habitantes et des espaces habités, c'est d'essayer de comprendre l'influence des usages sur les espaces et inversement des espaces sur les usages. Et donc à Bruxelles, on peut par exemple constater l'évolution d'une famille qui est très nombreuses jusqu'au 19e siècle. On a parfois 5, 6, voire plus encore d'enfants. Et donc, essayer de comprendre l'espace qui permet d'accueillir ça. Vers aujourd'hui, par exemple, des familles qui sont beaucoup plus réduites. On sait qu'à Bruxelles, maintenant, une personne sur 2 vit seule. Et donc, quel type de logement est capable d'accueillir des personnes seules? Alors, est-ce qu'on reconfigure des espaces du passé ou est-ce qu'on invente de nouvelles formes de logement en n'imaginant pas forcément que les gens sont complètement séparés? Donc, il y a notamment des formes de co-housing, etc., qui naissent et qui me semblent particulièrement intéressantes. Ouais. Est-ce que vous avez évoqué aussi, c'est qu'au cours de l'histoire, il y a eu l'émergence des logements sociaux qui ont donné lieu à des ensembles architecturaux très intéressants? Absolument. Alors, je pense que les Bruxellois connaissent bien la cité Elements, par exemple, qui se trouve à 2 pas de la place du Jeu de Bâle. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi cette cité a été construite à cet endroit-là. Donc elle remplace en fait un ancien bloc urbain dans lequel vous aviez une série d'impasses qui étaient finalement assez difficiles à vivre parce que peu lumineuses, les conditions de vie étaient très très précaires. Et puis cet îlot va être complètement rasé pour être remplacé par ces bars au début du XXe siècle. Donc c'est un ensemble qui date de 1912. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 2 pas de là, il y a encore la cité de la rue Haute, qui est construite dans les années 60, qui est exactement le même programme et qui permet de comprendre comment, d'une époque à l'autre, on va construire des espaces du logement qui sont terriblement différents. Et à nouveau, ici, on peut simplement les comparer en tournant les pages de l'ouvrage. D'abord, en essayant de les comprendre de nouveau par les textes, et puis simplement en les comparant par le dessin. Et en comprenant, justement, ça nous permet aussi de voir comment cette ville va pouvoir évoluer. C'est un ouvrage, par exemple, qui va pouvoir aider les architectes aussi, non seulement à appréhender des immeubles anciens, parce qu'effectivement, il y a des défis, notamment énergétiques, qui s'imposent à nous, mais aussi à imaginer l'architecture du futur. Absolument. Donc, l'ambition qu'on avait ici, c'était
vraiment que cet ouvrage puisse servir d'outil, à la fois pour comprendre la ville dans laquelle on se trouve, mais aussi pour projeter. Donc moi j'espère sincèrement que c'est un ouvrage qui pourra servir aux architectes, qu'ils soient étudiants ou professionnels, mais également au service public, pour simplement comprendre quelle est la ville dans laquelle on vit et vers quoi est-ce qu'on pourrait évoluer. Donc, je pense qu'il y a des publics variés qui pourraient être intéressés par ce livre, enfin j'espère. En parlant de public, justement, c'est un livre qui est en anglais. Oui. Et donc, justement, il s'adresse aussi à un public international, plus peut-être qu'à un public local ou Non, en fait, moi je pense qu'on s'est beaucoup posé la question. Bruxelles, c'est une ville multilingue, alors officiellement bilingue, mais elle est tout de même multilingue. Faire un livre en 3 langues, ça commence à devenir vraiment lourd. Et puis la maison d'édition, c'est une maison d'édition prestigieuse qui est basée à l'étranger, qui nous a plutôt poussé vers l'anglais. Et c'est aussi que Bruxelles, c'est une ville qui est de plus en plus, qui intéresse de plus en plus de gens à l'étranger. Donc il y a énormément de choses qui se passent à Bruxelles et il y a pas mal d'expérimentations qui se font en termes d'architecture, que ça soit du logement ou pas. Et donc on sent qu'il y a énormément d'yeux braqués sur la ville de Bruxelles pour le moment. J'étais encore tout à l'heure au téléphone avec un professeur d'Amsterdam qui me demandait où se procurer le bouquin, puisque Bruxelles devient the place to study, on va dire, pour les étrangers. Voilà, on peut peut-être rappeler le titre de cet ouvrage, Brussels Housing, et on peut rassurer tout le monde. Il y a aussi énormément de photos, énormément de plans, de dessins. Donc voilà, c'est. Oui, et les textes, pas que, et même s'ils sont en anglais, je pense qu'ils restent très très accessibles. Eh bien, merci beaucoup Gérard Ledent d'être venu nous voir ici en studio.